Bonjour, on va commencer un live dans peu de temps, on attend 18h30 pour vous présenter le musée Bourdelle. Donc soyez patients, c'est bientôt 18h30, dans quelques minutes. Donc profitez de la vue. C'est ça. Lisa, je pense que Du tu beau peux temps, montrer la vue, des oiseaux. la lumière, des sculptures qui ne prennent pas beaucoup de place, qui sont faciles à stocker. Il est à quelle heure là? Ouf. Hop là. Ah, 19 déjà. Oui, on va commencer un petit peu. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va démarrer le live à 18h30. On est actuellement au musée Bourdelle et on va vous embarquer pendant 1 heure dans ce lieu magnifique. Merci. Pas d'autre. C'est pas moi qui vais te contredire. Donc on est ravis, plus que ravis, de vous montrer ce lieu, de vous le faire découvrir, de faire découvrir Antoine Bourdelle qui était un sacré personnage. Donc on va démarrer à 18h30. Vous pouvez nous retrouver donc soit sur le TikTok de Paris Musée ou sinon sur le TikTok de TikTok Live France. Donc là pour l'instant on est dans une partie des jardins. Profitez de cette vue. Des fleurs, des magnifiques. Oui, très belle rose en ce moment. Et d'ailleurs, pour ceux faisant patienter, viens Lisa, on va montrer, parce que dans ce jardin, il y a plein de petites sculptures qui sont cachées. Donc là, il y en a une, planquée sous les roses, qui nous... Alors ça s'appelle Amourette et c'est la fille de Bourdelle, Rodia, qui a donné toute sa collection au musée, à la ville de Paris, pour en faire un musée. Et donc on va voir des petits objets, des petites pépites, et puis il y a même des surprises. On va ouvrir des meubles qui normalement ne sont pas... Exactement. Jamais. Et dedans il y a des choses. Donc ça faut rester parce que Ouais. c'est assez émouvant, en tout cas, tous ces beaux objets qu'on va découvrir de ce grand artiste qui est un peu méconnu par rapport à Rodin et pourtant qui a été ami avec Rodin et qui a même ouvert, il me semble, une école avec lui pendant Oui, un temps. l'Institut Rodin, oui. Un institut qui accueillait des élèves du monde entier d'ailleurs, mais ça a duré que 4 mois. Ah. Parce que Rodin ne venait pas et que ça s'appelait l'Institut Rodin, donc ça ne pouvait pas tellement marcher, mais ça donnait vraiment envie à Bourdelle d'avoir des élèves et il a eu plus de 500 élèves ensuite. Et il était très aimé, Et à chaque oui, fois, dans oui, toutes les tout à biographies fait. qu'on lit sur Bourdelle, Oui. ses élèves l'adoraient. Oui, c'était un professeur apprécié parce qu'il savait mettre en valeur ses élèves, développer leur talent en fait, pas leur apprendre un style prédéfini. Et ça, des professeurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Oui, en tout cas, ceux qui sont comme ça, on s'en souvient, ça nous marque. C'est ça. On est à combien de... On est à 53 personnes. 53 personnes. Bah, on est déjà pas mal, mais il est quelle heure surtout? 29. 29, ça va bientôt démarrer alors. On attend l'heure fatidique pour commencer ce live. C'est lumineux. C'est bien, on a la lumière qui vient. C'est bon? Super. Bah, bonsoir à toutes et à tous. Je suis actuellement au musée Bourdelle en compagnie d'Ophélie Ferlier-Bouin. Oui, tout à fait. Mais oui. La directrice du musée Bourdelle. Et on va vous embarquer avec nous pendant 1 heure pour découvrir ce musée-atelier absolument formidable qui a plein de secrets, qui abrite plein d'œuvres. Et on commence dans ce magnifique jardin. Donc le musée Bourdelle est situé à Paris, dans le 15e arrondissement, près de Montparnasse. Oui, juste derrière Montparnasse, franchement 3 minutes à pied de la gare, vraiment. C'était une ancienne cité d'artistes. Voilà, donc là, si on regarde bien, on est dans un lieu qui est assez atypique. Oui. Alors, racontez-nous un peu cette cité d'artistes. Voilà, donc c'était une cité d'artistes qui était dans ce qu'on appelait alors l'impasse du Maine, parce que la rue n'était pas encore percée. Donc c'était une toute petite impasse avec des pavés où sont venus s'installer des artistes et des artisans. C'était un menuisier qui possédait ce terrain. Et quand son usine a brûlé, il a décidé de construire ses ateliers qu'on voit ici, qu'on va bientôt voir quand on aura fini le petit tour, avec ce qu'on appelle des colombages, mais en fait c'est des pans de bois. C'est la structure qui est constituée de poteaux de bois et des briques à l'intérieur.
c'est une construction très très rapide et c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'en existe plus beaucoup de ces cités d'artistes. D'accord. Celle-là, elle date vraiment de la toute fin du 19e siècle et Bourdelle, quand il arrive de son Montauban natal, eh bien, il arrive à Montparnasse et très vite il vient ici, il s'installe ici et il ne quittera plus jamais les lieux. Alors, en général, les sculpteurs étaient au rez-de-chaussée, les peintres au premier étage. Ici aussi, ce sont des ateliers qui ont été construits 5 ans plus tard, de plein pied, donc probablement pour des sculpteurs. Et en fait, la cité d'artistes, elle continuait aussi tout là-bas. Là, on aperçoit la promenade du musée. Et tout au bout, on a encore quelques bâtiments qui, eux, datent du début du XXe siècle. Donc, à l'époque, ce n'était pas vraiment un jardin, c'était plutôt une cour avec quelques arbres. Mais on a voulu garder toujours au musée l'esprit un peu jardin familial. C'est ça qu'on aime, ça ne fait pas parc public. Voilà. Alors on aime bien quand même quand ça fleurit tout le temps, donc on a des fleurs un peu tout au long de l'année. Mais voilà, il faut venir à chaque fois pour voir les floraisons. Bientôt ce sera les hortensias, mais pour l'instant c'est les roses. Et voilà, c'est le moment où le musée est le plus agréable. Ben là, c'est très très agréable, effectivement. Et puis on voit ces immenses sculptures, parce qu'Antoine Bourdelle, du coup, était un sculpteur de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et il était connu, il est toujours d'ailleurs connu pour ses immenses sculptures. Si on se met à côté, on va voir un peu là. Oui. Pour que ceux qui nous regardent aient une idée de la taille. Bah oui, elle fait 5 mètres de haut, donc forcément, elle est beaucoup plus grande que nous. Voilà. Voilà. Donc, faut la stocker. Ah, c'est ça, exactement. Et donc ce jardin montre toutes ces sculptures monumentales. Et en fait, les lieux sont assez petits, le jardin est petit, et comme les sculptures sont gigantesques, c'est d'autant plus impressionnant de les voir dans ce contexte-là, parce que la première sculpture qu'il a faite de cette Vierge, elle est au sommet d'une colline en Alsace, à Niederbrück, pour ceux qui veulent y aller. Elle est certes très impressionnante, mais elle domine toute une colline, donc on ne se rend pas forcément compte d'en bas à quel point elle est immense. Et là, on voit vraiment aussi tout le travail de Bourdelle pour prendre en compte la hauteur de l'œuvre. Donc il y a une déformation évidemment anatomique pour tenir compte du fait que nous on la voit d'en bas et qu'elle est absolument gigantesque. Et puis de l'autre côté, on a la sculpture de la France qui est aussi absolument gigantesque. Alors je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà vu parce qu'il en existe plusieurs exemplaires dans le monde, mais notamment devant le palais de Tokyo, il y a un exemplaire de la France de Bourdelle. Exact. Mais oui, exactement. Tout à fait. D'ailleurs, qui a été installé après la mort de Bourdelle et qui est un hommage à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est assez intéressant de voir comment lui, il avait fait cette sculpture pour un monument commémorant l'amitié franco-américaine au départ pour un endroit situé dans la pointe du Médoc, voilà, près de Bordeaux. Et finalement, l'œuvre est tellement, on va dire que c'est tellement une incarnation de la France en soi qu'ensuite elle a servi à plein de monuments, dont ce monument du Palais de Tokyo qui commémore la résistance française. Alors Ophélie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Antoine Bourdelle? On va se diriger vers une partie où, alors c'est pas là où il a vécu, mais c'est là où il a travaillé. Oui. Puisqu'en fait Antoine Bourdelle, quand il a trouvé ce lieu ici installé, il n'est jamais reparti, comme on l'a dit au début. Et il a donc vécu dans ce bâtiment que vous voyez là. D'ailleurs, il y a une plaque sur la rue, si vous venez au musée, dans cette rue Antoine Bourdelle qui porte le nom de Bourdelle. Donc il y a une plaque disant qu'il a vécu ici. Alors aujourd'hui, on ne peut plus visiter son appartement qui a été transformé au fil du temps, mais on a gardé en fait intact 2 pièces, l'atelier de peinture et l'atelier de sculpture. Et alors, quand on dit intact, c'est quasiment exactement comme ça que ça. Le lieu était... Si vous voulez, c'est un peu l'esprit d'un château-musée, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir, nous, ce qu'on appelle des cartels, c'est-à-dire des explications techniques. Vous êtes complètement immergé dans l'atmosphère et on se laisse juste porter par l'ambiance. Et ici, tout vient de Bourdelle, y compris cette petite méridienne sur laquelle il aimait se reposer. Voilà, faire une petite sieste. Il vient de Montauban, il vient du sud, donc il aime bien faire la sieste. Il se lève très tôt, il se lève à 4 h du matin tout de même. Ah oui. Donc forcément, il faut se reposer au cours de la journée. Oui, c'était vraiment quelqu'un qui était un acharné de travail et qui travaillait très très tôt et tout le temps. Et donc là, l'accrochage aussi, et c'est des tableaux qui étaient accrochés aussi au même endroit? Exactement. Donc là, vous voyez, on a mis ce qu'on appelle des cimaises donc pour pouvoir accrocher les œuvres. Mais en effet, une partie des œuvres est exactement au même endroit, d'autres évoquent Bourdelle. Là, on a mis notamment ces 2 autoportraits. Donc c'est intéressant. Ça, c'est un autoportrait de jeunesse inachevé, mais il est très très beau.
Donc c'était avant qu'il soit chauve, hein, parce qu'il a été comme tout le monde, jeune et chevelu. Voilà, beaux cheveux frisés, noirs, sombres. Et là, un autoportrait un peu plus tard. Où il cache justement. C'est ça, où il cache ce qu'elle sous ce magnifique chapeau de paille, mais qui a un très beau portrait par ailleurs. Voilà. Alors il avait beaucoup de cordes à son arc, et notamment il a beaucoup pratiqué le pastel et la peinture à ses débuts quand il avait du mal à démarrer en tant que sculpteur, parce que voilà, le métier de sculpteur c'est difficile, il faut avoir une commande, et donc il a beaucoup pratiqué le dessin, le pastel, la peinture, et avec beaucoup de succès, il avait beaucoup de commandes dans ce domaine-là. Ah oui, d'accord. Oui. Et d'ailleurs on en verra quelques-uns, parce que dans la suite de la visite, on vous montrera une exposition temporaire. La mémoire des objets, où on voit justement tout son talent de dessinateur et de peintre dans ce lieu-là. Mais ce lieu donc, qui s'appelle l'atelier de peinture, voilà, donc vraiment, il faut s'imaginer. Un grand pastel d'ailleurs de Bourdelle, un gigantesque pastel. Juste là. Et surtout, on voit un peu ces objets qui datent de plein d'époques différentes, oui. Parce qu'en fait, il était féru de brocante et d'antiquité. Exactement, à une époque à laquelle ce n'était pas si fréquent que ça. Donc il courait les brocanteurs partout où il allait, comme nous, comme ceux qui aiment bien chiner le font aujourd'hui, c'est-à-dire de préférence dans les coins les plus paumés, etc. Il allait voir l'antiquaire. Il allait notamment beaucoup à Avalon pour son antiquaire, et il ramenait, il se faisait envoyer les meubles, et donc la plupart des meubles ici sont des meubles chinés. Et par exemple, il y a ce pétrin. Écrire le pain et à le faire monter. Donc voilà, il a gardé. Et puis il aimait beaucoup poser des œuvres sur des pains qu'il avait chinées, qu'il avait récupérées en brocante. Et ça, c'est très original aussi. C'est-à-dire ce sens du socle qu'on voit ici, ou alors ça peut être des vieilles colonnes en marbre, qu'on voit par exemple ici, ou en pierre ou en marbre, ou en calcaire, ou là, carrément un fragment de colonne ancien, je ne sais pas de quelle période exactement, c'est difficile à dire, mais voilà, avec ce décor de vigne. Donc voilà, ce côté très original était d'ailleurs remarqué par tous les visiteurs. Et alors il était hyper fier de cette armoire dans laquelle se trouvent, oui, ces petites collections d'œuvres antiques, de terre cuite antique, de petites, ça c'est une jolie petite lampe à huile, il y a un aribal, un pot à parfum, il y a des petites statuettes. Alors, il se trouve que dans le lot, il y a des faux, ça on le sait aujourd'hui parce qu'il y a des conservateurs du Louvre qui sont venus et qui nous ont tout expertisé. Mais c'est pas grave parce que pour lui, c'était vraiment l'ambiance et ce que ça évoquait pour lui. Ah, c'est une espèce d'accumulation comme ça, et puis en plus pour un sculpteur de voir ses créations, même si elles sont toutes vraies. Oui, c'est ça, exactement. L'important c'est qu'il aime ses objets et qu'elle lui apporte. Qui rend ce lieu en plus très, très vivant, très original. Oui. Et là, du coup, ça c'est ses œuvres à lui, mais là par exemple, c'est pas une œuvre du tout d'Antoine Bourdelle. Oui, ça c'est une tête de roi de Chypre du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors elle est du 5e siècle. Elle est ancienne et c'est une de ses plus belles œuvres antiques de sa collection. Donc c'est vraiment magnifique. Ça, c'est un très beau morceau de sculpture antique. Voilà. C'est super. Je l'aimais particulièrement. Derrière, voilà, une copie d'une œuvre de Titien. Voilà. Donc c'est une copie. Mais voilà. Ça montre aussi la variété de ses goûts. Il s'intéressait aussi bien à l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, qu'à la Renaissance. Et là, on a un très beau portrait sur le mur opposé. Alors lui, il pensait que c'était un portrait d'Ingres. C'est vrai qu'on... oui. C'est ce qui vient à l'esprit. C'est ça, c'est vraiment dans le style d'Ingres. Alors aujourd'hui, on pense que ce serait plutôt Amaury Duval, qui est un élève d'Ingres, qui est d'ailleurs un très très bon peintre. Mais c'était aussi une de ses peintures préférées de sa collection. Et pourquoi Ingres? Parce que Ingres, comme lui, vient de Montauban. D'ailleurs, le musée de Montauban s'appelle le musée Ingres-Bourdelle. Exact. Donc pour ceux qui sont dans le sud-ouest, près de Toulouse, vous pouvez aller visiter ce musée qui est très très beau. Oui, et qui a été rénové il n'y a pas très longtemps. Oui, il a été fermé pendant quelques temps, il me semble. Oui. Et surtout, là, pour ce live, on va faire quelque chose que les visiteurs n'ont pas le droit de voir normalement. Oui. C'est qu'il y a un petit meuble là, juste ici, qui abrite quelques petits objets. Alors, je sors les gants. Donc, on a ouvert ce meuble pour vous. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être d'ailleurs? Ah oui, parce que aussi, vous pouvez nous répondre et surtout, vous pouvez poser des questions. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. Alors, d'après vous, à quoi sert ce meuble? Qui est, d'ailleurs, qui est très beau. Oui, un meuble à tiroirs, 4 tiroirs,
un abattant. Je crois qu'on n'a pas de proposition de Et il y a réponse des pour petites l'instant. poignées sur le côté. Ah, ça, j'avais pas vu. Parce qu'on peut enlever la partie supérieure du meuble. Bon, là, elle est fixée, mais avant, on pouvait. Alors, on voit coffre en Donc, bois. transporter Alors non, plus ce n'est facilement. pas à vendre, j'ai vu. Désolée. Ah, il y a quelqu'un qui dit pastel. Ah oui. Ah. La couture. C'est Ah, vrai ça pourrait. que ça pourrait. Ah, ça pourrait. Oui. Non, en effet, c'est un meuble à peinture ou à pastel. Ranger les vêtements. On a aussi un écritoire, Ah oui, écritoire, ça pourrait aussi. un secrétaire. On a recouture. Donc du coup, on va l'ouvrir, on va Oui, voir ce qu'il y a dedans. voilà. Découvrons. Alors, d'abord cet abattant. Et donc là, à quoi, d'après, ça servait à mettre quoi dedans? Bon, après, oui, dessin, tout à fait. Et surtout de la peinture. Oui. Et donc alors, que mettait Bourdelle dedans? Donc ici, c'est pour les... Voilà. Là, on met de l'eau ou diverses choses, ça peut être du vernis, etc. Et puis ensuite, là, c'est pour les couleurs, les différentes couleurs et le matériel, grosso modo, dont a besoin un peintre ou un pastelliste. Parce que les deux, qu'on fasse de la peinture, du pastel, de l'aquarelle, c'est le même type de meuble. Alors, il y a des tiroirs qui sont bloqués et des tiroirs dans lesquels, en fait, on a tout gardé. C'est la caractéristique du musée. Que comme nous avons directement hérité, la ville de Paris a directement hérité de la fille de Bourdelle, qui n'avait pas de descendants, eh bien, tout a été gardé comme dans la maison de votre grand-père, de votre grand-mère. Et en plus, on est sur une personne qui gardait tout. Sa veuve a tout gardé et sa fille a tout gardé. Donc ça, c'est une chance, c'est assez rare. Donc, vous allez pouvoir trouver les choses comme si Bourdelle venait de travailler. Donc, vous voyez le tiroir. Donc on a des vieux journaux au fond et on a cette boîte dans laquelle on va trouver la palette. Voilà, qui n'a pas beaucoup servi, je vous le conseille. Voilà. Mais vous voyez ici, on a des estompes, on a des fusains, on a même un pot. Un tube de peinture qui est servi. Là, on voit bien, tout écrasé. Alors voilà, nous, c'est vraiment des choses qu'on laisse totalement telles quelles. Alors, je crois qu'on nous dit qu'il y avait un petit souci de micro, donc on va faire quelque chose. Vous allez me dire si ça marche ou pas. Dans ma poche, sur ma poche peut-être. Je pense qu'il va falloir le tenir comme moi, malheureusement. Alors, je vais le tenir pendant que... Ok, et après je le... Voilà. Hop. C'est bon. Je le tiens. C'est bon là, vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Je peux parler plus fort. Hein. J'ai l'habitude de parler fort parce que je donne des cours. Alors, faut pas hésiter. Je me mets en mode cours et je parle plus fort. Alors, voilà. Ici, vous voyez les pastels, comme c'est toujours rangé par couleur. Bon, évidemment, certains se sont un peu mélangés. Mais vous voyez, c'est magnifique. On voit encore tout complètement. Bon, ils ont sans doute été un peu carambolés depuis. Hein. Je pense qu'ils étaient un tout petit peu mieux rangés. Mais c'est pareil, on ne touche absolument pas. Mais là, du coup, ce sont vraiment les pastels que Antoine Bourdelle utilisait. Et qui sont encore dans le lieu où il les utilisait. Ça, c'est assez, assez incroyable. Oui, tout à fait. Hop, du coup, il va falloir le tenir. Je le tiens. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber en enlevant les gants. Non, tout va bien. Du coup, voilà. Donc ça, c'était le petit premier cadeau hein, pour tous ceux qui sont connectés là. Ça vous a plu? Ce qui est hyper chouette aussi ici, dans cette pièce, c'est que vous trouvez du coup une espèce d'album. Oui, on l'appelle l'album de famille. De famille, où on retrouve toutes les photos d'Antoine Bourdelle. J'adore cette photo, elle est incroyable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je pense que certaines personnes peuvent être un peu choquées par le lion, effectivement. Cette dépouille de lion qu'il avait récupérée, mais c'était très fréquent chez les artistes de récupérer des animaux, et d'ailleurs il faisait aussi la même chose avec des corps humains pour pouvoir les étudier. Oui. Ah oui. Ah oui. Géricault, c'est ce qu'il a fait pour le radeau de la Méduse notamment. Voilà, là on connaît la peinture avec des pastels, avec le tabernacle qui est derrière, qui est un tabernacle d'église qu'il a acheté à un antiquaire. On peut voir juste derrière. Juste là. Et puis voilà, c'est pour
se mettre encore plus dans l'ambiance, hein, on y est déjà beaucoup, mais là on le voit aussi, tenant d'ailleurs une de ces petites statuettes. Et surtout, c'est grâce à ces photos, mais là, la preuve en est, que l'atelier a pu être refait comme à l'époque d'Antoine Bourdelle. Exactement, parce que autant l'autre atelier qu'on va voir après a toujours été un peu gardé dans son jus, même si on a fait un travail très précis et encore plus loin dans la reconstitution, autant ici, avec le temps, ça avait changé. Et donc il y a quelques années, c'est un véritable travail d'historien et de détective, en fait, de repérer les photos dans lesquelles on reconnaît l'atelier et d'essayer vraiment de replacer les meubles et de mettre dans la pièce que ceux qui y étaient du vivant de l'artiste. Et ça, c'est important parce que quand on reconstitue, on ne fait jamais aussi bien, quoi. C'est les associations que font les artistes. Nous, on ne les comprend pas toujours, on trouve ça parfois étrange, mais c'est ce qui fait le charme. Voilà, tout n'est pas comme dans un musée, au même espacement, comme dans d'ailleurs une partie du musée où on a fait ce qu'on appelle de la muséographie, c'est-à-dire qu'on a présenté de manière assez régulière les choses. Et là, au contraire, on a cet aspect comme chez vous, quoi. À un moment donné, vous achetez un tableau, vous l'accrochez, il n'est pas à 160 de hauteur. Voilà, et là, c'est aussi cette idée-là au mur, de garder un esprit, on va dire, domestique et vraiment fidèle au temps de Bourdelle. Et puis ça permet aussi aux visiteurs de se sentir peut-être plus proche de cet artiste-là en bougeant dans ce lieu dans lequel il a vécu et où il a créé aussi. Oui. Et du coup, l'atelier de peinture. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à en poser. On est là pour... Ophélie est là pour vous répondre à toutes les questions. Oui. Alors, on en a une ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? On peut inverser les micros. Ok. Hop là, c'est bon. Est-ce que c'est mieux ? Ouais. Le problème. Donc, maintenant, on va se diriger vers l'autre espace qui est incroyable, qui est l'atelier de sculpture d'Antoine Bourdelle. Et qui, lui, a été refait il y a quelques années. Non, il est toujours resté jusqu'au moment de la mort de Bourdelle, mais en effet, on l'a rénové. Mais très discrètement, je vais vous expliquer ça, il y a 1 an. Alors, vous voyez, c'est un peu le même type d'ambiance que dans l'atelier de peinture, sauf que là, vous avez une mezzanine que vous venez d'apercevoir. Voilà, super. Donc, dans cette cité d'artistes, les sculpteurs étaient au rez-de-chaussée, puisque, évidemment, ils travaillent avec des matériaux très lourds. Et la mezzanine permet d'avoir un point de vue depuis son œuvre. Donc, vous allez voir ça en direct. Alors, normalement, on n'a pas le droit de... Évidemment, normalement, il y a le cordon et un agent qui surveille. Et là, exceptionnellement, on va montrer le haut. Exactement. Là, vous allez voir une lumière verte. Sachez, ça, c'est le petit dessous d'un musée. Ça s'appelle un insectron. Qui se déclenche quand le public n'est pas là. Ça permet en fait d'attirer les insectes et d'éviter qu'on ait des problèmes d'infestation, de mites, etc. Donc là, c'est cette petite lumière verte et ce petit grillage que vous apercevez peut-être, voilà, pour ceux qui se demandent ce que ça peut être dans un musée. Mais en temps normal, quand on visite les musées, il n'y a pas cette ambiance un peu disco. Là, c'est rien que pour vous. C'est pour changer l'expérience C'est ça, visiteur. exactement, exactement. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment un point de vue surplombant. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que évidemment quand il arrive, comme beaucoup de jeunes artistes qui arrivent de régions et qui viennent à Paris, il n'a pas beaucoup d'argent, il a une petite bourse, mais bon, ça ne lui permet pas tellement de bien vivre. Et donc au tout début, il n'a pas de logement et il dort vraiment sur la mezzanine. Alors vous allez trouver l'espace vraiment très étroit. À l'époque, ça l'était un tout petit peu plus. Parce que quand on a fait les travaux, on a dû cacher des gaines techniques derrière la vitrine. Donc on a dû l'avancer un tout petit peu. Hein. Il avait quand même l'espace pour dormir. Et là, vous voyez ces vitrines dans lesquelles il aimait à entreposer toutes ces petites sculptures. Donc là, ça, c'est vraiment une reconstitution pour le coup, parce qu'il n'y en avait plus. Et on a vraiment pareil à partir de photographies. Ah oui, d'accord. Tout replacé. Alors, ce n'est pas simple toujours. Et puis, vous voyez notamment beaucoup de masques. Dans un atelier de sculpteur, il y a toujours des masques. Et notamment, vous avez peut-être vu un masque funéraire, c'est celui qui est posé. Voilà, que vous voyez ici. C'est le masque funéraire. Il me semble que c'est le masque funéraire de Jules Dalou, mais j'ai un petit doute. Mais je pense que c'est celui de Jules Dalou, qui est un sculpteur qui d'ailleurs a vécu ici. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, parce que je pense que certaines personnes ne connaissent pas les masques funéraires. Oui, alors c'est une pratique très fréquente au XIXe siècle. Ça consiste à mouler le visage d'une personne qui vient de décéder.
Donc c'est vraiment, en général, on sent bien quand même que vous ne pouvez pas tellement vous tromper avec un masque sur le vivant, ce qui existe aussi, mais ce qui est risqué, dans la mesure où il faut des petits trous pour que la personne puisse respirer pendant le temps de prise du plâtre. Donc ça consiste à prendre une empreinte en plâtre sur le visage et ensuite à démouler. Et en fait, si vous voyez le masque funéraire, on en verra un autre tout à l'heure, c'est incroyable parce qu'on voit tous les petits pores de la peau, tous les poils, etc. Donc c'est un degré de précision incroyable. C'est ce qu'on appelait le dernier portrait. C'est l'ultime trace en fait qu'on garde d'un défunt. En général, un homme célèbre, donc voilà, ça peut être un écrivain, ça peut être un artiste, ça peut être un journaliste. Enfin, c'est une pratique qui était très 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 répandue et on gardait ce masque funéraire. Et souvent, les gens aussi, là par exemple dans le musée, il était présenté, les gens venaient le voir après la mort de Bourdelle, parce que les ateliers ont été ouverts très vite après la mort de Bourdelle. D'accord. Il meurt en 1929, le masque est mis dans une petite vitrine, on va la voir d'ailleurs la vitrine. Les gens viennent se recueillir en fait devant le masque. C'est un peu le même rôle, on va dire, qu'une tombe en quelque sorte. C'est vraiment un objet de mémoire lié à une personne. D'accord. Et là aussi, j'aime bien la petite anecdote qu'il y a sur cette immense sculpture qui est ici. Donc le titre, c'est le centaure mourant. Et il me semble que de son vivant, ce centaure n'était pas là. Oui. Mais il a été ajouté au moment de sa mort. Oui, tout à fait. Puisque donc on est vraiment dans l'atelier préféré d'Antoine Bourdelle. Donc assez vite, vous avez vu les sculptures monumentales qu'il crée, l'atelier n'est pas assez haut. Donc il va dans les ateliers qui sont au fond de l'impasse, qui sont beaucoup plus hauts de plafond. Mais il aime tellement cet atelier qu'il le décore exactement comme vous le voyez là. Donc ça n'a pas bougé. Accroché, c'est exactement comme à l'époque. Alors, sauf les moulages, il y avait 2 moulages, le Kouros archaïque, le jeune homme, et la tête de cheval du Parthénon sur ce mur. Les moulages étaient ailleurs. Les autres, ça c'est une reconstitution du début des années 2000, mais on l'a gardé parce qu'on trouve que c'est plutôt réussi, puis ça respecte l'idée de Bourdelle. Mais sinon, tout le reste exactement, en effet, comme du vivant de Bourdelle. Et donc au moment où il meurt, cet atelier qui est tellement emblématique, d'ailleurs il se fait très souvent prendre en photo dedans, c'est là qu'il reçoit ses visiteurs les plus importants. Il reçoit le président de la République argentine ici, dans cet atelier. Donc le cercueil est installé en bas de la mezzanine, là, ici, là. Et donc sa veuve, Cléopâtre, décide de placer le centaure mourant ici. Alors il avait été créé ici d'ailleurs, mais elle le réinstalle et en quelque sorte, il prend la place de l'artiste dans l'atelier et il semble aussi pleurer le cercueil de Bourdelle. Et oui, vous allez voir ça mieux, vous allez comprendre parce qu'il a la tête penchée en fait du côté où avait été placé le cercueil. Et Bourdelle lui-même considérait vraiment le centaure mourant comme son alter ego en quelque sorte. Il aime beaucoup dans la figure du centaure la nature duale du centaure, c'est-à-dire la nature animale. Donc lui, ça lui évoque la matière, comme un sculpteur qui travaille la matière, et le corps humain qui lui évoque l'âme, donc c'est-à-dire la création. Et il considérait vraiment tout le temps le centaure comme son double créateur en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il le représente mourant aussi, parce qu'évidemment il a un côté comme tous les artistes, un peu de but dans la création. C'est jamais simple, c'est jamais linéaire la création. Donc il aimait aussi cette figure-là pour ça. Donc c'est vraiment aussi assez atypique, il faut dire ce qu'il est, parce qu'un centaure c'est quand même assez étrange comme créature, une créature hybride un peu étonnante. Et malgré tout, ça pourrait exister, parce que anatomiquement c'est quand même très 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 juste. Et puis là, on voit tout le génie de la composition de Bourdelle avec ses lignes très orthogonales et les grands vides qui barrent la composition. Et aussi le fait de faire ses mains immenses. Voilà, cette main, elle est très, c'est vrai très belle. Que Bourdelle, sur les mains, il les travaille énormément. Il les fait toujours très imposantes. Oui, souvent plus grandes que nature. Ça ne se voit pas forcément, on n'en prend pas forcément conscience, mais souvent, elles sont vraiment plus grandes que nature. Et en effet, il y a toujours un geste qui va jusqu'au bout des doigts. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il aimait beaucoup la danseuse Isadora Duncan, le danseur Nijinsky, qui travaillait énormément sur les positions des mains. Et aussi d'ailleurs l'art indien, parce que dans l'art indien, on a toujours beaucoup de postures de mains. Et d'ailleurs, là, on a un petit relief, alors c'est pas indien, mais de Java, qu'il avait juste là. récupéré, qui est en haut, là-bas. Tout en haut, dans le rayon de soleil. Alors, dans un atelier de sculpteur, d'artiste, de manière générale, c'est une exposition au nord.
Ça permet, le nord, d'avoir une lumière assez égale, de ne pas avoir de trop grandes différences tout au long de la journée et de pouvoir travailler dans cette atmosphère très égale. D'ailleurs, vous voyez la luminosité, là, Oui. Elle est parfaite. Oui, c'est beau. C'est une lumière qui est toujours très douce aussi. Oui. Et voilà, il y a encore le poil aussi. Donc, c'était le poil aussi de Bourdelle. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que si on filme le plafond, on a encore le tuyau du poêle. Oui, alors ça pour l'anecdote, donc quand on a fait les travaux de rénovation de ce bâtiment, parce que ce bâtiment était très fragile, comme je vous l'ai expliqué, c'était pas du tout un bâtiment qui était fait pour durer, hein, il n'y a quasiment pas de fondation. Donc le bâtiment bougeait, on le savait, c'était très fragile, comme je vous l'ai expliqué, c'était pas du tout un bâtiment qui était fait pour durer, hein, il n'y a quasiment pas de fondation. Donc le bâtiment bougeait, on le savait, les vitres commençaient à exploser toutes seules, à tel point, voilà, c'était quand même pas très réjouissant. Et on le savait depuis longtemps, on savait qu'on devait faire des travaux, donc on avait tous des types de structures. Et donc on a dû enlever tous les plafonds et placer, vous voyez, ces poteaux métalliques qui sont très discrets, qui doublent la façade, mais qui n'étaient pas là à l'origine, qui maintenant portent entièrement la façade, tout le bâtiment, et qui viennent se reprendre dans les planchers. Donc on a dû aussi casser le plafond qui n'était pas d'origine, donc on l'a cassé très facilement. On a fait une peinture illusionniste, comme vous voyez. Et surtout, on m'a demandé, mais alors qu'est-ce qu'on fait du tuyau du poêle, puisqu'on a dû changer le plafond. J'ai dit, bah, c'est pas grave, on le remet, comme on peut. Là, vous voyez que l'arrivée du poêle, ce poêle était là. Donc avec le temps, on a dû le déplacer, évidemment, parce que le poêle au milieu, c'était pas très pratique. Donc lui, il est, on va dire, à 50 cm de son emplacement d'origine. Donc ça va. Mais voilà. Mais c'est pour dire, on est complètement maniaque, quoi. Enfin, c'est un degré, on est un peu atteint. Ce qui fait aussi de ce lieu un lieu exceptionnel. C'est ça. Oui, car tout son charme. En fait, le charme, ça tient à tellement peu de choses qu'il faut vraiment doser de manière... on est toujours tenté de vouloir faire mieux, présenter différemment, et en fait, non. Il faut toujours s'en tenir à ce qu'il y avait. Là, vous voyez les sculptures, c'est intéressant, c'est des sculptures en cours d'élaboration. Donc, on a fait exprès de mettre des sculptures qui ne sont pas terminées. Donc là, c'est un marbre qui est en cours de taille. Et là, vous voyez les 3 points qu'on appelle les points de basement, là, là et sur la tête, qui permettent de tenir ce qu'on appelle la machine à sculpter, qui permet un report de points. Et si vous regardez là, vous voyez plein de tout petits points. Est-ce que vous voyez à l'image? Des tout petits points à intervalles réguliers, sur la joue là notamment. On voit bien avec la lumière, oui. Voilà. Et bien ça veut dire que l'œuvre, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que la machine à sculpter, elle va vous faire les points, et ensuite il y a quelqu'un qui s'appelle un praticien qui est chargé de relier les points et de les faire disparaître pour faire le modelé de l'œuvre. Voilà. Ça peut être un praticien, ça peut être le sculpteur. Bourdelle, il aimait bien terminer lui-même. Mais là, si vous voulez, il y a 1 millimètre en trop sur toute la surface de l'œuvre. Il a décidé de l'arrêter parce que le bloc n'était pas assez profond, il s'en est rendu compte au moment où voilà, du travail du praticien qui était chargé de reporter les points. Incroyable. Donc, voilà. Et ça, derrière, c'est le plâtre qui a servi de modèle. Et vous allez retrouver le réseau de points. Chaque point correspond à un point sur la sculpture exactement au même endroit. Vous allez retrouver vos points de repère qui servent en fait, la machine elle est posée sur le plâtre au point repère avec un bras articulé et on le reporte sur le bloc à sculpter. Et vous voyez tout le réseau de points, là relié par des traits, ça c'est la technique de Bourdelle qui permet, vous voyez, c'est assez beau en fait. Donc ça c'est les traits qu'a fait Antoine Bourdelle Probablement plus ce qu'on appelle son praticien, son metteur au point, qui est celui qui reporte les points, mais sur ses indications bien sûr. Incroyable. Ça c'est la sculpture, il y a toujours beaucoup d'intervenants, contrairement à un peintre. Il y a, dans un atelier, surtout dès qu'un sculpteur commence à gagner un peu d'argent, à des commandes, il ne va pas se fatiguer à dégrossir, ce qu'on appelle dégrossir, c'est-à-dire commencer à partir du bloc pour arriver près de la forme définitive. Et donc évidemment, il embauche des aides qu'il forme, hein, parce qu'une erreur dans la taille, et c'est la catastrophe, comme pour ce buste-là. Comment les points disparaissent ensuite? Eh bien, avec des petites râpes et des petites limes, on va frotter légèrement la surface du marbre, il y a de la poudre de marbre qui va partir, et progressivement, les points sont précisément la profondeur de la surface définitive de l'œuvre. Donc les points vont disparaître. Voilà, donc en fait, quand ils ont disparu, c'est que... l'œuvre est terminée. L'œuvre est terminée. Et alors maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir vous amuser à voir les erreurs de praticiens dans les musées de sculpture. Par exemple, si vous allez au musée Rodin. Je vous dis ça parce que Rodin, lui, et c'est ce qui fait sa modernité, n'était absolument pas dérangé par les erreurs de praticiens. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de trous
sur les œuvres, quand un autre sculpteur académique voilà, ou même Bourdelle n'aurait pas aimé qu'on garde les trous, lui, ça ne le dérangeait pas. Il adorait garder ces marques-là. Et c'est ce qui fait, je pense aussi, qu'aujourd'hui, on l'apprécie autant. Donc, non, ce n'était pas un tacle pour Rodin. Mais donc, vous verrez comme ça, de temps en temps, des petits trous, là, comme ça, qui vous disent que, bah, voilà, c'est Rodin, il a décidé de dire, bon, maintenant, tu t'arrêtes là, on s'arrête, l'œuvre, elle est terminée. Et vous savez, pour Rodin, il y a tout cet aspect-là là, de gang. Et bien ça, normalement, ce sont des œuvres non terminées. Qui donne aussi cet effet de mouvement. Et l'esthétique de Rodin qu'on aime tant. Ah, je croyais qu'il y avait une question. N'hésitez pas d'ailleurs à en poser des questions. Ophélie est là pour ça. Donc, voici... Alors, alors ça, c'est un portrait qui est tout à fait étonnant, qui n'est pas de Bourdelle seul, mais de lui et de sa femme, Cléopâtre. C'est à la toute fin de sa vie. Il est très fatigué. Il a fait toutes ses commandes monumentales qui l'ont épuisé. Et il décide d'aller au Vésinet, chez son fondeur, Eugène Rudier. Et là, il entame un autoportrait avec l'aide de sa femme. On a les photos où sa femme prend les mesures. Et donc là, c'est vraiment un portrait qui est fait quelques jours avant sa mort. En fait, il est quasiment méconnaissable avec son chapeau. Et elle le regarde un peu vide comme ça. Et il est assez froid, il n'est pas très intéressant en tant que sculpture, mais en fait, il est très émouvant parce que c'est son dernier autoportrait. Il y avait une petite question sur ses influences. Moi, j'ai vu avant-gardiste ou pas? Alors, avant-gardiste, moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça laisserait supposer qu'il faut forcément aller dans un sens qui va être le sens d'une histoire de l'art et d'un seul courant. C'est un peu ce qu'on peut apprendre parfois de manière un peu simpliste sur l'histoire du XXe, comme quoi tout le XXe siècle mènerait à l'abstraction. C'est aujourd'hui que c'est pas vrai du tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des réflexions. Si ce que vous entendez par là, c'est des réflexions que d'autres artistes de son époque n'ont pas, c'est le cas. Notamment sur le socle dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, le fait d'associer comme ça une œuvre sur une colonne, ou alors, je vous montre ça. Vous voyez, là, ça, c'est une meule de moulin qu'il a récupérée sur laquelle il place une œuvre. Ici, c'est un chapiteau médiéval. Et vous voyez cet assemblage, c'est vraiment super intéressant. Et c'est quelque chose qui va passionner des artistes un peu plus tard, comme Brancusi, par exemple, si vous allez voir la magnifique expo à Pompidou, qui, lui, a vraiment poussé beaucoup plus loin la réflexion sur le socle. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment très précurseur de Bourdelle. Alors, on avait deux questions. On avait une première question sur les influences de Bourdelle. Oui. Et la deuxième, c'est s'il a été connu de son vivant, reconnu en tant que grand sculpteur de son vivant. Alors, les influences de Bourdelle, surtout au début de sa carrière, on peut traverser la salle éventuellement bien sûr. Pour en parler. Allons-y. Eh bien, comme je vous disais, il met un peu de temps à être reconnu en tant que sculpteur, ce qui est normal, c'est le cas de la plupart des sculpteurs. C'est toujours un peu long. La sculpture, c'est beaucoup plus long que la peinture. Et il commence à travailler pour Rodin, justement. Et pendant 15 ans, il taille des marbres pour Auguste Rodin. Il ne fait pas que ça, hein. À côté, il fait ses propres œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il ne travaille pas chez Rodin, comme d'autres, comme Camille Claudel, par exemple, qui travaille dans les ateliers de Rodin, mais on lui livre le plâtre et le bloc à tailler et ça trône au milieu, par exemple, de l'atelier de sculpture, au milieu de ses propres œuvres. D'accord. Et là, vous voyez, on est dans la salle du monument aux combattants de Montauban, donc sa ville natale, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et c'est sa première grande commande monumentale. Et là, vous voyez qu'on est encore dans un style qui est assez proche de Rodin, dans l'expressivité, dans le modelé. Vous voyez notamment du combattant, du grand guerrier ici. Mais quelque chose qui ne fait pas du tout penser à Rodin, c'est la manière dont la musculature est vraiment exacerbée. Et comme la main dont on a parlé tout à l'heure, qui est absolument immense. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver chez Rodin, cette déformation anatomique, cette distorsion anatomique. Il y a de la déformation anatomique chez Rodin, mais pas comme ça, des membres qui tout d'un coup deviennent gigantesques. Et après ça, il va évoluer, il va s'éloigner vraiment du style de Rodin pour aller vers un style plus structurel, plus posé aussi. Et là, il n'est pas vraiment influencé par d'autres artistes. Oui. C'est vraiment son style propre, c'est le moment où il trouve vraiment sa voix. Mais à ce moment-là, si on peut parler d'influence, ça va être ce que lui appelle l'art archaïque, c'est-à-dire l'art grec ou l'art médiéval. Et à partir de ce moment-là, il revient comme ça dans le temps, il remonte le temps en quelque sorte, et ses influences vont être plutôt dans le passé que dans le présent. Ici, c'est le grand couloir des têtes hurlantes qui sont des recherches pour le monument aux combattants de Montauban. Vous voyez qu'il a fait quantité d'études qui n'ont pas trouvé de place dans le monument définitif, mais dans lesquelles voilà, on a toutes ces figures de la douleur, du désespoir, de la rage. Chacun exprime un sentiment différent. Voilà, on aime beaucoup cette série parce que ça montre aussi
tout ce qu'il faut, tout le nombre d'études qu'il faut faire pour un sculpteur, pour un seul monument, voilà, et c'est quelque chose qui est assez rare. Et puis oui, c'était un sculpteur vraiment très connu. Il était considéré comme l'un des 3 grands sculpteurs au début du XXe siècle, avec Rodin, qui était vraiment le plus connu, et Mayol, que vous connaissez peut-être, dont il y a des sculptures Carrousel du Louvre. Ouais. Voilà, d'ailleurs on opposait très souvent, à partir du moment où il a trouvé vraiment son indépendance plastique, esthétique. Je vais vous montrer juste la tête d'Apollon, qui est une de ses œuvres phares. C'est magnifique. Et bien à partir de ce moment-là, on l'oppose à Rodin. Voilà, on dit Rodin, c'est le sensible, c'est le modelé, et Bourdelle, c'est la structure, c'est l'archaïsme, et c'est parfois d'ailleurs une forme de sévérité. Donc ici, vous voyez Apollon au combat. Donc, alors, en plus, c'est un très beau bronze, parce que vous voyez, c'est un bronze avec des feuilles d'or dessus, donc ça, c'est magnifique. On demande s'il y a une œuvre qui l'a fait connaître particulièrement. Et bien justement, Apollon, voilà, Apollon au combat, et l'œuvre qui surtout lui a fait avoir une reconnaissance internationale, il a été connu dans le monde entier, et d'ailleurs, il est toujours pour cette œuvre-là, c'est Héraclès Archer. Qui est à l'entrée du musée. Exactement, il est à l'entrée du musée et ici vous pouvez voir des études pour Héraclès Archer. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les cahiers Héraclès. Parce qu'à mon avis, la plupart d'entre vous êtes trop jeunes, je veux dire, même moi je suis trop jeune, c'est dire. Moi aussi, je n'ai pas la ref. Mais pareil, vous avez peut-être trouvé chez votre grand-père ou votre grand-mère des cahiers Héraclès Archer. En fait, c'était les cahiers qu'avaient tous les écoliers. D'accord. Et sur la couverture, il y avait un dessin d'Héraclès Archer. De Bourdelle. Oui, et il y en a 30 dans le monde entier, jusqu'au Japon, jusqu'aux États-Unis. Si vous allez dans les grands musées, le Metropolitan de New York, eh bien, il y a des exemplaires d'Héraclès Archer. Et donc, il est vraiment connu, si vous voulez, dans tout musée de sculpture début 20e, il y a des œuvres de Bourdelle et il est considéré vraiment comme un artiste majeur, même si en fait, la culture de la sculpture n'est pas très forte en France. Donc, nous, on va plus connaître les peintres. C'est vrai, oui. C'est pas quelque chose qui est très répandu, je pense qu'on a peu oublié, on ne sait pas trop comment regarder une sculpture, et puis en même temps il y en a partout dans l'espace public, ça rend les choses pas faciles, je veux dire on ne s'arrête pas tous les matins sur le trajet entre son domicile et son travail pour regarder un monument public. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait ce qui est formidable avec les sculptures, et ce que je vous invite à faire surtout ici parce qu'il y en a énormément, c'est que suivant le point de vue, comment on se place, par exemple sur le grand masque tragique de Beethoven, on ne voit pas du tout la même chose. Et c'est comme un tableau, c'est exactement la même chose. On découvre des petits détails comme ça au fur et à mesure. Et on peut rester devant. C'est comme un tableau, c'est exactement la même chose. On découvre des petits détails comme ça au fur et à mesure. Et on peut rester devant les œuvres comme ça. On peut le voir finalement de profil, comme de face, comme de 3/4. Et ça, c'est la beauté de la sculpture. Mais c'est ce qui fait aussi que ça passe pas très bien d'ailleurs en photo. Moi, j'ai beau faire beaucoup d'expositions de sculpture, j'aime pas mettre une sculpture sur l'affiche parce que ça donne toujours une vision pas vraiment fidèle à ce qu'est l'œuvre, parce que c'est l'expérience la sculpture. Donc forcément, sur une photo, alors ça peut être un excellent photographe et ça peut être magnifique, mais je veux dire, c'est pas l'expérience de nous qu'on va avoir avec la sculpture. L'autre chose sur laquelle nous on travaille beaucoup, parce que nous on défend la sculpture. Alors déjà dans le musée, il n'y a pas que de la sculpture, si jamais ça vous fait peur. On a aussi beaucoup de dessins, de photographies. Vous avez vu des peintures aussi, parce que Bourdelle s'intéressait à beaucoup de disciplines artistiques. Donc c'est un artiste très complet. Et puis on met les œuvres sans capot la plupart du temps. Alors évidemment, on a des agents qui surveillent qu'on ne touche pas les œuvres, mais c'est hyper important qu'il n'y ait pas une vitre. Alors parfois on n'a pas le choix, on est obligé de mettre une vitre pour les protéger, les œuvres qui sont derrière moi. Vous voyez, le masque de Beethoven, il est sans vitre, ça change tout. Et moi je suis une maniaque de la hauteur, parce que la hauteur c'est hyper important. Si la sculpture elle n'est pas à la bonne hauteur, on ne va pas l'apprécier de la même manière, on va trouver qu'elle est déformée, pas bien et ça. Et alors que vraiment, une sculpture à la bonne hauteur, bon, on n'invente rien, on prend la hauteur que l'artiste souhaitait, qu'on voit sur les photos anciennes, etc. Quand on ne l'a pas, bon, on suppose. Et bien, ça change tout. Vous voyez, le masque d'Apollon, il est à la bonne hauteur, il est sur un socle qui convient en termes de proportion avec l'œuvre. Je vous dis ça parce que souvent, les sculptures, parce qu'elles sont mal présentées, on ne les apprécie pas non plus. Donc, en fait, c'est sur des petits détails comme ça qu'on peut... Et puis voilà, c'est apprendre à regarder aussi. Enfin, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'aimer ça, mais on peut être touché par une sculpture même sans rien y connaître.
Et là, d'ailleurs, on a regardé le Grand Masque du coup de Beethoven parce que Bourdelle avait une petite obsession dans sa vie. C'était Beethoven, On peut le dire. qui se reconnaissait énormément en Beethoven. Oui, voilà, c'est un peu avant le Centaure mourant, coup de cœur, son double, c'est ça. C'était Beethoven. En fait, quand il était jeune, donc vous l'avez vu avec ses cheveux, donc vous allez mieux comprendre. Mais voilà, il était jeune, il était à Montauban, et un jour, devant une vitrine d'un libraire, il voit une gravure de Beethoven, et il est frappé par sa ressemblance avec lui. Et donc à ce moment-là, il se prend de passion pour Beethoven, il commence à écouter la musique de Beethoven, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, la musique, enfin, c'est absolument incroyable, magnifique. Je pense que c'est probablement des compositeurs que le plus de gens aiment, parce qu'il y a, voilà, il y a un souffle, il y a une puissance, et puis il y a une construction de la musique qui est absolument folle. Et vraiment, à partir de ce moment-là, il va faire des effigies, des sortes de portraits, mais c'est pas vraiment des portraits, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très ressemblant. Mais en quelque sorte, c'est comme justement en musique un thème et des variations, c'est-à-dire qu'à partir du visage de Beethoven, il va faire des recherches plastiques. Ici, vous voyez, il le met dans un chapiteau. Parfois, c'est totalement déformé, comme le Grand Masque tragique que vous avez vu là-bas. Et en fait, c'est comme une sorte de prétexte à plein de recherches plastiques comme ça. Et il en fait plus de 80 pendant sa vie. Donc oui, c'est une véritable obsession. Il avait même un cahier, son cahier Beethoven, dans lequel il avait mis des citations de Beethoven. Voilà, enfin, il avait vraiment fait des recherches sur l'homme. Ça le fascinait, cette manière dont Beethoven était sourd à la fin de sa vie, et cette souffrance aussi, l'en rejoint aussi le Centaure mourant, ce côté parfois difficile de la création qui l'a totalement fasciné. Donc voilà, on a ce couloir des têtes de Beethoven. Qui sont toutes aussi différentes les unes que les autres, et c'est assez intéressant. J'ai bien aimé le Beethoven baudelairien. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent dessiner ici. Et alors, on peut être sûr que quand ils viennent en groupe, il y a un tiers du groupe qui vient devant les têtes de Beethoven. C'est vraiment intéressant. Elles ont un côté très fascinant. Oui, c'est assez incroyable. Comme celui qu'on a vu tout à l'heure, le Grand Masque tragique, il est assez incroyable. Oui. Alors là, on entre donc dans la mémoire des objets, qui est l'exposition temporaire au musée Bourdelle, que vous pouvez découvrir jusqu'en août. Jusqu'en août, le 18 août le 18 de mémoire. Août, voilà. Et là, c'est alors comme ça a été dit au début de cette visite, Antoine Bourdelle aimait garder ses objets, ne s'en débarrassait pas. Oui. Et comme tout a été légué au musée Bourdelle, eh bien, on a la chance de voir des objets importants, phares dans sa vie d'artiste et dans sa vie d'homme. Et on attaque quand même avec un gros morceau. Oui. Donc là, ce sont les objets qui sont liés à son papa, à son père, qui était ébéniste à Montauban. Donc il fabriquait des meubles. Et donc c'était un artisan. Et Bourdelle était très fier de ses origines d'artisan. Alors on va voir qu'il est aussi très fier d'une autre branche de sa famille. Donc il a gardé en fait l'établi de son père. Vous voyez, ça c'est un établi de menuisier, c'est-à-dire la table sur laquelle le menuisier travaille. Ici il y a une presse, voilà, c'est un établi typique. Et son père, il a fait venir ses parents de Montauban et il habitait aussi ici. Donc c'est aussi pour ça qu'il a gardé le meuble évidemment, parce qu'il a travaillé, il a eu sa boutique qui donnait sur la rue ici, au niveau de la plaque qui est dans la rue. Et ici, on montre tous ces objets qu'il a précieusement gardés, donc l'équerre, avec marqué Bourdelle dessus, le tampon, il y a marqué menuisier, je crois, ébéniste à Montauban. Et ici, alors ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, question. Question-réponse. D'après vous, quel est ce petit objet? Alors, meuble, oui. Oui, ça oui. Donc, il est fabriqué par le père de Bourdelle. C'est petit, hein. C'est très petit, ça fait à peu près 25 centimes. Oui, c'est ça. Je dirais 25 sur 25. Alors, on nous dit un modèle, c'est ça? Oui. Un meuble de maîtrise. Ah, bravo. Alors là, bravo. Magnifique. Alors, quel est le nom de la personne qui a bien répondu? Fab, bravo. Bravo. Oui, en effet, c'est son chef-d'œuvre de compagnon, puisqu'il était compagnon du Tour de France. Donc, ce chef-d'œuvre de compagnon, c'est le meuble qu'on fait pour montrer qu'on est apte à exercer son métier. Et donc, un chef-d'œuvre, pour nous, ça peut nous surprendre parce que pour nous, ça vous évoque une œuvre totalement unique, etc. Mais en fait, chef-d'œuvre dans le sens où c'est un meuble qui doit être
techniquement absolument parfait. Donc les tiroirs ne doivent pas du tout bailler quand on les ouvre, tout doit être au cordeau. Et c'est dans la précision que le compagnon va être jugé. Et ça existe encore aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs, il y a le Tour de France, Exactement, justement, où ils vont se former Exactement. dans différents ateliers pour... voilà, c'est vraiment quelque chose d'une transmission qui est assez importante. Et donc voilà, ça c'est le type de production que faisait son père. Donc vous voyez, pas du tout le même style. Donc ça c'est une chaise qui se voulait un peu néo-gothique. Bon, en fait c'est plutôt néo-17e. Mais voilà, c'est une chaise de style en fait, comme on dirait aujourd'hui. Voyez, avec des différents motifs décoratifs. Et pourquoi on la présente ici? Parce que cette chaise fabriquée par le père de Bourdelle l'aimait tellement qu'il l'a mise dans son atelier. Et c'est là qu'il faisait asseoir les personnages importants qu'il recevait dans son atelier ou qu'il posait. Donc, et là, vous voyez, justement, je vous ai parlé tout à l'heure, il me semble, du président argentin, Marcelo de Alvear. Et là, on le voit en train de poser pour son portrait sur la chaise de Papa Bourdelle. Incroyable. Parce qu'en fait, Bourdelle était très proche de sa famille. Oui. Très famille. Oui, très famille. En effet, il a fait venir ses parents et sa tante. Et du coup, le papa. Voilà, on le voit, le papa ici. Voilà, une photo. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des dessins aussi. Parce que dans les années 20, donc il a à peu près presque 60 ans, il commence à beaucoup dessiner sur son enfance, écrire aussi sur le début de sa vie. Et là, vous voyez son père, quand il est encore jeune, avec son rabot de menuisier, qui travaille à son établi, toujours le même, et qui est caché sous la table. C'est Bourdelle lui-même, qui semble comme ça essayer de percer les secrets de son père. Et ce qui est intéressant, c'est que Bourdelle, il disait toujours qu'il a appris avec son père le sens de la structure, comme on a dit tout à l'heure, que c'était sa caractéristique en tant que sculpteur, ce côté, l'impression que tout sort de l'intérieur de la sculpture, mais pas de l'extérieur. Et aussi comment, disait-il, quand on fait un meuble, on doit subordonner les parties au tout, c'est-à-dire avoir vraiment un grand sens des priorités. Alors ça, je crois qu'une de mes anecdotes préférées, c'est celle du bélier. Oui. S'il vous plaît, racontez-nous l'histoire du bélier, elle est incroyable. Alors, voilà, ce bélier, en fait, on a dit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie très simple, etc. C'est aussi quelqu'un qui aimait beaucoup aller à la campagne. Évidemment, il allait à Paris pour son travail, mais dès qu'il pouvait, il s'échappait. Soit il revenait vers Montauban, soit il a parfois fait des petites retraites à la campagne. Et notamment, en 1908, il est allé en Isère, à Villard-de-Lans. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et donc là, il a mené une vie très simple, pratiquement de berger, en fait. Et il s'est fait ami avec un bélier qui était là, qui venait le voir tous les jours et vraiment qui le suivait absolument partout. Donc il y a des textes très émouvants où il parle de son bélier, où il se demande s'il a une âme, s'il le comprend. Il a l'impression qu'il le comprend presque plus que les humains, ce que beaucoup de personnes qui ont un animal d'ailleurs parlent de ça. Ici, on le voit dans un moment hyper déchirant, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce séjour à la campagne, il doit repartir à Paris. Il essaye de ramener le bélier, mais hélas, il n'a pas assez de place, ça ne va pas être possible, et donc il est obligé de le laisser. Là, c'est l'adieu du bélier, après notre départ, où il l'entend en fait hurler. Et donc là, vous voyez les deux mains de Bourdelle et de sa femme qui lui disent au revoir dans le nuage. Et voilà, donc c'est un dessin qui est très émouvant. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui peut avoir une petite obsession, Bourdelle, après Beethoven, nous avons le bélier qu'on retrouve. Et d'ailleurs, il prend... Alors, je ne sais pas si c'est la cloche d'alpage du bélier, pas forcément la sienne vraiment, mais en tout cas une cloche d'alpage qu'il ramène et qu'il suspend à un clou dans l'atelier de sculpture. Donc, en temps normal, elle est dans l'atelier de sculpture, là, elle est dans l'exposition. Et puis ici, vous avez son bâton de marche, dont il s'est servi. Voilà, donc quand je vous dis qu'on a tout, on a vraiment tout. Hein. On a même ses habits d'ailleurs. Ça, ce sera le sujet d'une autre exposition en 2026. Ici, vous voyez, c'est la flûte de pan de son grand-père qui était chevrier, qu'il a gardé. C'est minuscule comme objet. Hein. Ça fait 5 cm. C'est tout petit. Je ne sais pas parce que c'est dans la vitrine, donc c'est dur. Par rapport à une main. Parce qu'en fait, les chevriers utilisaient ce type de flûte pour appeler leur troupeau. Et lui-même, il offre cette petite flûte de pan à sa fille Rodia. D'ailleurs, on a mis une petite photo où on voit sa femme et sa fille avec la flûte de pan sur les genoux. Donc, vous voyez, il y a un côté vraiment fétichiste. Hein. Il garde tout.
Et du coup, un bélier, Et voilà, un bélier. et on va retrouver le bélier dans plein d'œuvres. Alors parfois c'est la chèvre, le bélier, etc. Mais vous voyez là sur ce dessin, qui c'est là? C'est Bourdelle, qui se représente en faune. D'ailleurs, il tient une statuette, il est en sculpteur. Voilà, mais vous voyez qu'il a des pattes de bouc. Et puis à côté, il y a le bélier. Et à côté, il y a sa fille. Il manque plus Beethoven et on est au complet. C'est ça. Alors continuons, après avoir découvert ce bélier. Donc vraiment, tous ces objets-là appartenaient à Antoine Bourdelle. Oui. C'est vraiment des objets de son quotidien qui l'accompagnaient en tant que aussi artiste. Exactement. Et là, vous C'est vrai voyez que- justement un ancien dessin sur un de ses carnets de dessin. On le voit. Le bélier africain, c'est la race de bélier, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il réalise les reliefs pour le théâtre des Champs-Élysées, il va garder en fait tout cet état d'esprit. Vous voyez, le bélier est souvent associé à la flûte de Pan, parce que pour lui, c'est le chevrier, etc. C'est associé au chevrier. Et donc, dans ce très très beau relief qui s'appelle La musique pour le théâtre des Champs-Élysées, donc Bourdelle réalise les reliefs de la façade entre 1910 et 1913, juste avant la Première Guerre mondiale. Et il fait des très beaux reliefs. C'est allégorique, hein, c'est une allégorie de la musique. Et vous avez un faune qui joue de la flûte de Pan. Donc il réussit à placer la flûte de Pan voilà, même sur le théâtre des Champs-Élysées, qui fait face, en quelque sorte, la musique traditionnelle, un peu rustique, barbare, qui fait face à la violoniste, à la musique classique. Mais vous voyez que même la musique classique, face à ce Pan, à ce bouc, ce faune, a l'air complètement échevelé, etc. Et c'est très beau la manière dont elle tient l'archet, et dont aussi elle se met dans le cadre, en quelque sorte. Alors, on est presque à la fin de ce live, donc on va continuer sur la dernière partie. On vous invite vraiment à venir voir cette exposition qui est magnifique, puis même aller au musée Bourdelle, tout simplement, hein, parce que c'est un petit bijou dans le 15e à Paris. Et on arrive sur... Alors, il faut peut-être préparer les gens sur ce qu'ils vont voir, parce que la première fois, ça a fait un petit choc quand on a vu. Peut. Alors, on va se retrouver face à une représentation d'Antoine Bourdelle par un de ses élèves, c'est ça? Alors, il n'a pas été son élève, mais c'est un admirateur. Voilà. Alors, voilà, allons-y. Voilà. Donc, c'est une statue absolument gigantesque, On va faite se après mettre à la mort côté. de Bourdelle. Voilà, pour donner une idée de l'échelle. Et donc, évidemment, Joachim Costa avait pensé faire un monument à Bourdelle, mais la veuve de Bourdelle lui a dit ah non, c'est le seul monument à Bourdelle, ce sont ses œuvres. Donc voilà, il est resté avec sa statue sur les bras, c'est un peu dommage. Mais bon, on reconnaît bien Bourdelle. Elle est belle quand même. On reconnaît bien Bourdelle avec sa calvitie, sa barbe, ce grand front, cet immense front. Il avait un front très bombé. Et puis cette tenue qu'il caractérise, qui est une sorte d'ample vareuse d'atelier blanche, et il est tout le temps représenté, il la portait tout le temps, pas seulement au travail, mais aussi dans sa vie. Et ici, donc c'est un peu... là, vous voyez justement ce dont on vous parlait tout à l'heure, le fameux cercueil, hein, il disparaît sous les fleurs, hein, mais il est juste à côté du centaure mourant. Là où on était justement tout à l'heure. Exactement. Et vous reconnaissez le centaure ici, la mezzanine, et le Christ aussi, qui était accroché à la rambarde. Et alors du coup, là, si on regarde bien sur cette sculpture, on voit que Bourdelle a des immenses mains. Oui. Et bien, on sait que non. Oui. La réalité n'est pas si simple. Non. Et comment le sait-on? Parce que justement, le fameux masque funéraire a été fait sur Antoine Bourdelle, mais il y avait aussi, du coup, on a pris aussi l'empreinte de ses mains. Enfin, en tout cas, elle fait voilà, ces moulages funéraires des mains de Bourdelle. Et si on regarde bien par rapport... Oui. Mais il n'était pas grand. Il n'était pas très grand. Non, il n'était pas grand. Alors, on a des informations pas toujours très concordantes sur sa taille dans ses papiers, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dépassait pas le 1m68, donc il n'était pas très grand. Et là, éventuellement, vous pouvez voir de très près à quoi ressemble un masque funéraire, parce qu'on a vraiment tous les micro-plis de la peau. tout. Regardez tous les détails, les plis sur la peau, C'est quand il était décédé? Oui. Ça, c'est vraiment le moulage, le masque funéraire d'Antoine Bourdelle. Donc, juste après sa mort, il y a un de ses élèves qui vient et qui moule son visage et qui en fait cette épreuve en plate. Et les mains, c'est aussi très fréquent. Oui, on n'a pas trop parlé, pareil. Mais là, vous connaissez forcément des moulages de mains que vous avez déjà vus dans des musées ou autres, parce que dans les musées d'écrivains, notamment, c'est extrêmement fréquent de voir ces moulages de la main.
Oui, alors il reste 5 minutes au live. Alors si on dépasse un petit peu, parce que je pense qu'on va terminer dans le jardin, retourner dans ce magnifique jardin, et que vous ne voulez pas sortir du live, vous venez nous rejoindre sur le compte TikTok de Paris Musée. Et comme ça, vous pourrez vraiment suivre jusqu'au bout. Donc là, c'est la... Ah oui, ça aussi, Oui. c'est assez intéressant. C'est le dernier espace. Parmi les objets, notamment qu'on a retrouvés quand on a dû vider le bâtiment ancien, quand on a fait tous ces travaux de rénovation dont je vous ai parlé, de consolidation du bâtiment, eh bien, on a dû vider tout. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'ouvrait pas forcément tous les placards. Et on a retrouvé quantité d'objets, et notamment ce chapeau de mineur, cette corbeille. Et en fait, en faisant des recherches, la commissaire de l'exposition, Valérie Montalbetti, s'est rendue compte que c'était des objets qui avaient servi à la réalisation de ces grands reliefs pour un monument aux morts à Montceau-les-Mines. Et vous voyez, on va retrouver les objets. Il y a une lampe de mineur ici, ils ont leur chapeau. Ici, c'est la corbeille qui sert à peser le charbon. Voilà, bon là, il y a une gourde en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que comment il avait besoin en fait d'avoir sous la main les objets pour être au plus près. En fait, ce qu'il voulait vraiment, c'est que ce monument qui est à Montceau-les-Mines, donc qui est vu par des mineurs et des enfants de mineurs, eh bien, ils s'y reconnaissent et qu'ils reconnaissent la corbeille utilisée par leur mère, par leur grand-mère. Et donc, pour lui, ce degré de précision, il est hyper important pour vraiment avoir un monument qui parle à tout le monde et réussit quand même à la fois à avoir ce degré de précision dans les objets et en même temps avoir des personnages assez finalement idéalisés. Donc c'est toute cette tension entre les deux qui est intéressante. C'est en quelle matière Alors là, c'est du bronze. Oui, Voilà. oui, oui. Blanc, blanchâtre, jaune, c'est du plâtre en général. Et puis en sculpture, en général, quand vous avez un métal, ça va être du bronze, hein, c'est l'alliage le plus précieux, qui dure dans le temps et sur lequel on va appliquer une patine. Donc le bronze, en théorie, c'est doré, mais si vous le laissez comme ça s'oxyde. Donc les oxydes de cuivre, ça va être bleu-vert, comme ça. Mais après, il y a des patines brunes, il y a plein de patines différentes. Donc vous n'êtes jamais vraiment sur la surface du métal. Et alors ça, vous pouvez apprendre tout ça aussi au musée Bourdelle, puisqu'il y a une salle de médiation qui est extrêmement bien faite. Ah, merci. C'est pour ça que on y a passé un temps fou. Je vous invite à venir aussi avec vos enfants, parce que c'est aussi pensé pour les enfants. D'ailleurs, dans l'exposition, on peut regarder aussi ici qu'il y a des petits hôtels pour les enfants, justement, qui sont pensés pour eux, à hauteur d'enfants. Oui, et on a aussi dans l'application de visite, on a un parcours qui est un quiz à partir de 6 ans. De 6 à 99 ans, vous savez, comme dans les jeux de société. C'est terrible parce qu'après 99 ans, on peut plus jouer. Apparemment, on peut plus jouer. Mais voilà, qui permet, il y a différents niveaux de difficulté et ça permet de jouer comme ça. Il y a des petites questions, on répond, voilà, et on progresse comme ça dans le jeu. Mais donc il y a vraiment cette médiation où en fait les enfants, même les grands enfants, les adultes, peuvent toucher des sculptures du coup en bronze et qui montrent aussi l'impact que ça a de toucher. Oui. Justement que ça enlève la patine et du coup que ça abîme ces sculptures. Et toutes les étapes pour arriver à une sculpture en bronze sont expliquées de manière très accessible. Donc vraiment, on vous invite vraiment à venir découvrir ça en famille parce que c'est le lieu est fait pour. Et puis généralement, nos enfants adoreront le jardin avec ces grandes sculptures. Se mettre à côté, c'est vraiment un lieu exceptionnel. D'ailleurs, on va y retourner. On va y retourner pour clôturer ce live. On remercie d'ailleurs justement notre camérawoman qui a assuré pendant ce live. Du coup, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Donc n'hésitez pas. Donc les informations, cette exposition La mémoire des objets jusqu'au 18 août 2024. Exactement, c'est une exposition gratuite, on ne l'a pas dit. Oui, et c'est important. Et d'ailleurs, tout le musée est gratuit, comme tous les musées de la ville de Paris. Merci. Et donc ça, en fait, vous pouvez venir gratuitement, même profiter du jardin. Et on a un super café-restaurant qui s'appelle le Rodia. Très agréable, avec vue sur le jardin. Le Rodia parce que sa fille, Rodia, a vécu dans ce café-restaurant jusqu'au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Exactement, jusqu'en 2002, c'était son appartement, donc on a voulu garder sa mémoire de cette manière-là. Et en plus, du coup, en fait, Rodia vivait là, donc la fille d'Antoine Bourdelle. Le musée était déjà ouvert. Exactement. Donc elle a pu voir aussi l'impact des sculptures de son père sur les visiteurs. Visite guidée, c'est quand Est-ce que donc il y a des visites guidées ici? Alors,
On travaille, pour l'instant on ne propose pas de visite guidée et je me bats pour ça, pour qu'on ait à nouveau un médiateur. Mais après on a beaucoup de guides conférenciers, ça si vous contactez le service des publics, ils peuvent vous orienter vers des conférenciers du musée. Mais sinon on a fait en sorte que la visite, vous puissiez la faire de manière autonome. Il y a plein d'explications de différents niveaux. Et comme je parlais de l'application de visite, même dans l'application de visite, il y a un parcours jardin, il y a un parcours juste sur l'atelier de peinture, l'atelier de sculpture. Voilà, donc en fait, vous pouvez faire plein de fois le musée, ne serait-ce qu'avec l'application de visite, les dispositifs, même si je sais que rien ne remplace. Voilà, quand on a un guide qui est passionnant, c'est toujours... voilà, mais peut-être que bientôt, je pourrais vous dire qu'on a un conférencier. Voilà, ça devrait arriver bientôt. Déjà, vous avez eu une conférencière exceptionnelle ce soir, la directrice du musée. Donc, merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses. Merci pour vos questions, merci pour vos jolis commentaires. Nous, on a un vrai plaisir chaque mois de vous proposer un live dans un des musées de Paris Musée. D'ailleurs, le prochain est le 5 juin au musée Cernucci. C'est une autre ambiance. Ouais. Et bien voilà, le musée Bourdelle est gratuit, fermé le lundi. Tout à fait. Belle médiation pour les enfants. 18h. Voilà. Belle médiation pour les enfants et pour les grands-enfants et pour les adultes. Vous pouvez toucher des sculptures quand même, ça c'est chouette. Ouais, ouais. Et merci à tous et à toutes. Et à bientôt ici. Venez, c'est vraiment un magnifique musée, ça vaut le coup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.